Bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo où on va traiter d'un sujet qui d'une part me tient particulièrement à cœur et qui je crois nécessite d'être clarifié une bonne fois pour toutes. Attention, cette vidéo n'est pas un coup de gueule, hein, qu'on soit bien d'accord. Je vous explique un petit peu la situation. Nous allons parler de ceci. Ne prenez pas peur pour ceux qui ont peur de cet outil-là. Non, cette vidéo est faite dans le but de démystifier très clairement cet outil. Et je vais vous dire absolument tout ce qu'il y a à savoir sur cet outil. Les choses, entre guillemets, à faire et à ne pas faire. Et dans quelles conditions on peut utiliser cet outil qui peut être un bon support. Mais il y a beaucoup de règles et de conditions qui doivent être impérativement respectées. Pourquoi je vous fais cette vidéo? Eh bien parce que l'heure à laquelle je suis en train d'enregistrer, il est 1h moins 20 et j'étais tranquillement dans mon lit en train de regarder un petit peu vos commentaires et puis j'ai une de mes abonnées et amies qui m'a partagé un lien sur une émission de radio, je ne vous citerai pas laquelle, qui était en train de diffuser en live une séance de Ouija, entourée d'un public qui plus est. Je vous pose un petit peu le décor, hein. Je pense que pour ceux qui connaissent un peu le principe de la Ouija, rien que ça a dû vous faire grincer des dents entre le live et le fait que ce soit entouré en plus avec un public, que ce soit comme une espèce d'attraction, hein, vous voyez. Alors, euh, déjà, par quoi on va commencer? Il y a beaucoup de choses à dire et je voudrais en même temps que la vidéo ne dure pas trop longtemps pour que les informations soient succinctes et que vous puissiez, voilà, que vous ne décrochiez pas de la vidéo parce que c'est un sujet qui est très important. Tout d'abord, il faut savoir quelque chose de primordial avant d'utiliser la Ouija ou n'importe quel autre outil de spiritisme, que ce soit l'écriture automatique, que ce soit les tables tournantes, que ce soit la Ouija, que ce soit la cristallomancie, que ce soit tous les autres supports qui peuvent exister. Il y a quelque chose de très important qu'il faut savoir, mais c'est la règle numéro 1 en toute priorité. Dites-vous bien une chose, lorsqu'une âme a trouvé le repos, elle n'a aucune raison de revenir dans notre dimension. Aucune, elle n'a aucune raison. Si par exemple vous voulez juste faire une séance pour parler à votre frère qui est décédé, votre grand-mère, un ami ou n'importe quoi, si cette personne avait fini ce qu'elle avait à faire, qu'elle est partie de façon paisible, qu'elle a trouvé le repos, elle ne vous répondra pas, elle n'a pas de raison de revenir. Elle a trouvé la paix, elle a accédé à un autre palier d'évolution. Peut-être même qu'elle est dans un nouveau cycle de réincarnation pour ceux qui y croient. The. Donc elle n'a pas de raison de revenir l'âme, très clairement. Donc si vous rentrez en communication avec quelqu'un via un support, il y a de fortes chances, environ, je dirais 100% de chance, hein, ou une chance sur une si vous préférez, pour que l'esprit avec lequel vous allez rentrer en contact ne soit pas la personne concernée. Après, vous pouvez rentrer en contact avec certains esprits qui sont encore retenus à notre monde. Pourquoi ils sont retenus? Eh bien, soit parce qu'il y a une tâche qu'ils n'ont pas terminée, il y a quelque chose qu'ils n'ont pas fini, ou ils sont partis d'une mort extrêmement violente ou brutale. Donc parfois l'esprit n'a même pas encore conscience qu'il est mort, qu'il n'existe plus, enfin qu'il n'existe plus. Il existe, mais dans une autre réalité alternée. Mais dans notre réalité à nous, l'esprit, le corps n'existe plus. Mais parfois, et je pense que vous en êtes tous témoins, le matin, des fois, on se lève et on a tellement la tête dans le pâté, on est en mode zombie qu'on fait les choses de façon machinale, parce qu'un peu comme un robot qui serait programmé, on a nos habitudes, et donc même si on n'est pas bien réveillé, même si on n'est pas conscient de ce qu'on fait, on fait quand même les choses parce qu'on a l'habitude de le faire. Dans la mort, c'est le même principe. Si jamais vous êtes parti d'une mort violente et brutale, il y a de fortes chances pour que vous ne soyez pas encore conscient que vous appartenez plus à ce monde. Et donc votre âme va continuer et va un petit peu recréer son monde
à elle, c'est-à-dire que votre âme va reconstituer le monde dans lequel vous êtes habitué à évoluer de votre vivant. Donc vous allez continuer comme ça à vivre, et puis jusqu'au jour où vous allez avoir des personnes qui vont arriver chez vous. Si vous en êtes conscient, vous allez vous dire mais c'est qui ces gens? Pourquoi est-ce qu'ils viennent? Pourquoi ils s'infiltrent chez moi? Et puis c'est à partir de là qu'il peut y avoir un processus où vous pouvez être amené à comprendre ce qui vous est arrivé. Et ensuite ça peut générer de la colère, plusieurs sentiments qui peuvent ensuite entraîner des cas de hantise, de poltergeist, etc. Bon, mais là, on n'est pas là pour parler des différents fantômes, on est vraiment là pour parler des supports et surtout de la Ouija. Donc, on a le cas de figure, voilà, si l'âme a trouvé le repos, elle n'a pas besoin de revenir dans le monde. Deuxième cas de figure, on a l'âme qui n'a pas encore trouvé le repos et qui peut encore être maintenue dans le monde. Par contre, ce qu'il est aussi important de savoir, c'est qu'une âme humaine sera automatiquement retenue au lieu qu'elle fréquentait de son vivant. Un fantôme ne pourra jamais hanter une famille, ne pourra jamais hanter un lieu qu'il ne connaît pas, qu'il n'a jamais connu, ce sera automatiquement un lieu qu'il connaît. Un fantôme, ce qu'on appelle un fantôme, est rattaché uniquement au lieu sur lequel il a évolué de son vivant. Ça peut être son foyer, ça peut être différentes maisons, hein. Peut-être qu'il y a une maison qui l'a plus marqué de son vivant, parfois, on peut avoir des cas de figure où l'esprit va hanter une demeure dans laquelle il a vécu voilà, des années avant, alors que la dernière demeure qu'il avait, celle-ci ne va pas la hanter. Mais voilà, ce sera toujours des lieux que l'esprit connaît et qui ont fait partie de sa vie qu'il va hanter. Ça ne sera jamais une personne, une famille ou quoi que ce soit. Donc déjà, quand vous vivez des cas de hantise et vous avez beau déménager, ça vous suit, vous pouvez déjà éliminer tout ce qui est esprit, fantôme et compagnie. Ça va être d'autres types d'entités. Donc quand vous avez déjà réfléchi à ces deux options, soit l'âme a trouvé le repos, soit elle n'a pas trouvé le repos, mais à ce compte-là, vous n'êtes pas dans le lieu de la personne, dans un des lieux en tout cas, vous avez quand même décidé de réaliser une séance de spiritisme. Donc comme je vous l'ai dit, il va y avoir plein de supports qui existent, que ce soit les tables tournantes, que ce soit la cristallomancie, que ce soit les séances plus ouvertes. Alors c'est-à-dire, je vais essayer de vous expliquer. Les tables tournantes, c'est vraiment le cliché qu'on peut voir dans les films où on va faire bouger un petit guéridon. Voilà, ça c'est vraiment un cliché, mais c'est une pratique qui existe réellement. Ensuite, vous avez les séances dites ouvertes où on va tous se réunir autour d'une table, qu'elle soit carrée, ronde, on s'en fiche, pas forcément autour d'une table, ça peut être assis par terre, peu importe. Et on va créer en fait un cercle, et dans ce cercle-là, on va faire un dôme de conjuration dans lequel on va inviter l'entité à nous rejoindre. Ensuite, on va avoir la cristallomancie parce que via la boule de cristal, on peut créer plus ou moins une fenêtre, un lien qui va permettre de rentrer en contact avec certaines entités. Le pendule également peut être utilisé pour les séances de spiritisme. Il suffit que vous preniez par exemple une petite planche qui reprenne la trame d'une planche Ouija, vous utilisez votre pendule en guise de goutte et ça fait office de Ouija. Donc on peut aussi faire avec le pendule. On peut aussi faire, il existe plein de méthodes. Vous avez également l'écriture automatique, vous avez la communication directe avec certaines personnes qui vont... alors, ces personnes-là, c'est vraiment celles que l'on peut considérer comme étant médium. Parce qu'un médium, je vous l'avais un petit peu expliqué dans la tasséomancie, je vous invite à aller voir le sujet où je vous parle justement de voyance sur cette vidéo-là. Je vous disais que ça me fait sourire quand j'entends des personnes qui disent « je suis médium pur, je suis médium ceci, je suis médium cela ». Non, il n'y a pas de médium pur, il n'y a pas de médium ceci, il n'y a pas de médium cela, ou vous êtes médium ou vous ne l'êtes pas, tout simplement. Et en fait, un médium, c'est quelqu'un qui a la capacité naturelle d'être connecté entre deux mondes. C'est-à-dire que sans l'avoir choisi, il va avoir le cul entre deux chaises. Mais là, en l'occurrence, c'est entre deux mondes, à savoir le monde des vivants et l'autre côté, voilà. Et il va servir de lien. Donc une personne, un vrai médium, il n'y a pas de faculté clairaudience, clairvoyance, etc. Non, un médium, c'est un médium. C'est-à-dire qu'il va avoir la faculté soit d'entendre certaines choses, soit de voir certaines choses, soit de percevoir, de ressentir et de pouvoir connecter aussi. Dans les médiums, à la rigueur, on pourrait
S'il fallait cataloguer, il y aurait deux catégories de médiums, c'est-à-dire que vous avez le médium, ce que moi j'appelle un nécromancien, c'est-à-dire celui qui a une vraie connexion avec le monde des morts, avec le monde de l'au-delà et tous les univers parallèles. Et il n'aura aucun effort à faire, puisque c'est en lui, c'est inné en fait, c'est naturel. Par contre, il est en faculté, c'est-à-dire que c'est une antenne, une espèce d'antenne qui a la faculté autant d'émettre que de recevoir. Et voilà, donc il peut recevoir sous forme de flash, de messages, de petites voix, de plein de choses, plein de choses. Et la deuxième catégorie de médiums sont les médiums dits passifs, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de faculté, soit de clairvoyance, de clairaudience ou quoi que ce soit, ils sont juste en fait... ce serait plutôt des antennes relais, c'est-à-dire qu'ils ne sont ni émetteurs ni récepteurs, ils vont juste continuer à transmettre le message. Et ils vont servir un petit peu de canal et de porte naturelle, c'est-à-dire que ce type de médium sont souvent sollicités dans les séances de spiritisme puisque ces personnes-là vont servir tout simplement un peu comme si c'était un groom, c'est-à-dire que cette personne-là va être psychiquement connectée à une porte et va, de par son énergie psychique, pouvoir maintenir cette porte ouverte sans faire aucun effort. Pareil, c'est inné, c'est en lui. Par contre, il n'a aucune capacité, il n'a aucune faculté de communication, de retranscription ou quoi que ce soit, hein. Voilà, si vraiment fallait cataloguer les médiums, il n'y aurait que deux types de médiums. Les médiums type nécromancien, qui eux, prenaient l'image de Melinda Gordon dans la série Ghost Whisperer, ou Patricia Arquette dans la série Medium. Voilà, ces deux personnages fictifs représentent vraiment ce que pourrait être un médium, vraiment un médium, un vrai. Et puis il n'y a pas de... Il n'y a pas de personnage de médium passif que je connais, que je puisse vous citer, mais bon, je pense que vous avez compris le principe. En gros, les médiums passifs, c'est comme s'ils étaient des espèces de cale-portes. Je suis désolé, c'est pas très joli à dire, mais voilà, comme si c'était des cale-portes spirituelles qui bloquent en fait la porte et qui permet que la porte puisse rester ouverte. Donc dans une séance de spiritisme, très souvent on va avoir un maître qui va donc diriger la séance et le maître ce sera un médium, un vrai médium, hein, pas le médium pur, le médium sur flash, le médium machin, le médium 0899, non, le médium, le vrai de vrai. Et aussi, on va avoir un médium passif pour qu'il puisse maintenir aussi la porte ouverte parce que le médium maître, on va dire ça comme ça, le médium maître en fait va canaliser l'énergie parce que l'esprit peut utiliser son corps pour se manifester au travers de la séance. Le seul problème c'est que le médium, si jamais il se fait posséder pendant la séance, il n'est plus en faculté de maintenir la porte ouverte ou la porte fermée. Par conséquent, il faut une espèce de roue de secours qui va permettre de garder cette porte, de garder ce lien ouvert. Parce que le problème, c'est que lorsque vous avez un esprit qui rentre en vous, si par malheur vous perdez le contrôle, la porte se ferme, le lien se coupe. Mais le problème, c'est que l'esprit, eh bien, il reste bloqué ici, dans cet univers-là. Et vous ne serez plus après en capacité de pouvoir le renvoyer. Et c'est là où on commence à avoir des problèmes avec des cas de hantise, de possession, etc. Ensuite, donc une fois qu'on a fait tout ça, il faut aussi prendre en considération qu'une séance de spiritisme, il n'y a pas que la Ouija. Dès que vous faites du spiritisme, en règle générale, même les cartes ça paraît anodin, mais ne croyez pas que ce soit si anodin que ça, parce que les cartes, vous ouvrez quand même une fenêtre sur l'autre monde. Certes, pas une porte, mais quand même, vous ouvrez une certaine fenêtre. Donc il faut toujours être vigilant et il faut pas prendre les choses à la légère. C'est-à-dire que on n'est pas un groupe d'ados de 14 ans, vas-y, tiens, je te tire les cartes que j'ai achetées dans le magazine, machin. Non, 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 c'est pas, on fait pas les choses pour rire. Soit on le fait sérieusement et on s'investit sérieusement avec une ambiance, avec des conditions, avec plein de choses, soit on ne le fait pas. Mais on ne fait pas n'importe quoi non plus parce que je vous rappelle que qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, ce monde est réel. Je vais reprendre l'exemple de la Wi-Fi, du Bluetooth, les émissions radio, etc., les émissions télé. Tout ça, vous ne le voyez pas au quotidien. Est-ce que vous la voyez, la Wi-Fi? Non, vous ne la voyez pas. Et pourtant, elle existe. Vous avez des preuves qui vous montrent que la Wi-Fi est là, que le Bluetooth est là. La radio, vous la recevez. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses, il y a des ondes qui vous traversent. Eh bien, les esprits, les entités, etc., c'est le même principe. Ce n'est pas parce que vous ne les voyez pas qu'ils n'existent pas, hein. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut que vous assimiliez vraiment à fond, à fond, à fond.
Ensuite, donc, euh, quand même, vous décidez de réaliser une séance. Ce qu'il faut également prendre en considération, c'est dès que vous ouvrez une porte, très souvent, le monde du spiritisme, le problème, c'est que les gens ne savent pas faire. Ils font n'importe quoi. Ils font en fonction de ce qu'ils ont lu sur Internet, de ce qu'ils ont vu sur YouTube, de ce qu'ils ont lu dans des livres, de ce qu'on leur a raconté. Enfin, vous voyez, et ça c'est tellement déformé. Si vous saviez, là par exemple, pour ce live, j'ai vu des commentaires, mais d'une bêtise incroyable et innommable. Du genre, j'ai vu des commentaires qui disaient oh, ils ont croisé les jambes, ça va pas fonctionner. Mais c'est quoi le rapport? C'est quoi le rapport? Moi, je me suis pas coupé les ongles, du coup, ça va fausser aussi. J'ai des boucles dans les cheveux, ça fausse aussi parce que mes cheveux se croisent. Non, mais enfin, il y a un moment, il faut arrêter d'être bête. Donc, tout ce que vous pouvez croire sur les séances, le spiritisme et compagnie, croyez-moi que 80% de vos connaissances sur le spiritisme est erroné. Très clairement, il est erroné parce que en fait, ça va être des, comment je pourrais vous dire, un peu comme le principe du, alors j'aime pas cette expression, mais bon, ça se dit comme ça, le principe du téléphone arabe, c'est-à-dire qu'on part d'une information et puis à la fin, ça finit en truc épouvantable, hein, du genre par exemple l'information de base, ça serait j'ai pris 2 kilos, et ben à la fin, on va me rapporter que je suis devenu obèse. Vous voyez, ouais, c'est le même principe, c'est-à-dire qu'il y a eu des choses de base qui ont été dites, qui ont été établies sur le spiritisme, et puis avec le temps, eh ben, c'est devenu tout et surtout n'importe quoi. Donc, lorsque vous ouvrez une porte, il faut bien que vous ayez en tête et que vous soyez conscient que la porte que vous ouvrez est sur d'autres mondes, d'autres plans, d'autres dimensions qui sont parallèles aux nôtres. Mais très souvent, vous allez ouvrir des portes sur, entre autres, le bas astral, les limbes ou parfois des mondes beaucoup plus obscurs. Ça, faut le savoir, hein. Quand vous ouvrez une porte, la porte du spiritisme, il faut bien que vous compreniez quelque chose, c'est que le spiritisme appartient à tout ce qui est pratique de magie noire et de nécromancie. La nécromancie, c'est une magie qui est interdite, véritablement. C'est-à-dire que la nécromancie, c'est l'art divinatoire par les morts. C'est le fait de manipuler des morts pour obtenir certains effets. C'est le fait de ressusciter des, enfin, entre guillemets, ressusciter des morts. Le fait d'utiliser des morts. Enfin, vous voyez, c'est donc le spiritisme fait partie des pratiques interdites, fait partie de la magie noire. Ça, il faut bien que vous le compreniez également. Quand vous faites du spiritisme, ça revient exactement à la même chose que si vous enfonciez des épingles dans une poupée en pensant à quelqu'un. C'est comme si vous psalmodiez quelqu'un, que vous le maudissiez. C'est le même impact, exactement pareil. Niveau karmique et énergétique, ça a la même valeur. Ça, il faut aussi bien que vous le compreniez. Autre chose, donc lorsque vous ouvrez ces portes sur ces autres mondes, il faut bien que vous compreniez quelque chose, c'est que visualisez une image qui je pense devrait vous marquer. On est sur une belle nuit d'été, vous êtes sur votre terrasse, il fait bon, vous venez de finir le barbecue, hein, et puis vous êtes entouré de vos amis, vous buvez un dernier verre, et vous avez juste allumé une petite lampe pour, voilà, pour pas que vous soyez dans le noir. Au bout de même pas 5 minutes, qu'est-ce que vous allez observer autour de cette petite lumière? Vous allez observer que tous les insectes de la nuit sont rassemblés autour de cette lumière. Quand vous allez faire une séance de spiritisme, quel que soit le support que vous allez utiliser, la porte que vous ouvrez, c'est une porte qui va s'ouvrir sur le noir. Et derrière cette porte, c'est de la lumière. Donc en gros, la porte que vous ouvrez fait vraiment office d'ampoule que vous allumez dans le noir. Et d'après vous, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Dès que vous allumez une petite lumière dans le noir, eh ben, je vous laisse deviner tout ce qui va arriver vers cette porte. Et il faut savoir aussi autre chose, c'est que la plupart des entités qui se tiennent derrière ces portes sont des entités qui sont particulièrement intelligentes, qui sont particulièrement rusées et vicieuses, et qui n'attendent qu'une seule chose, c'est que des âmes inconscientes ou innocentes ouvrent la porte pour pouvoir avoir un libre accès sur nos autres mondes, entre autres le nôtre. Puisque ce type d'entité, eh bien, on va employer les mots tels quels, on va avoir droit aux entités démoniaques, on va avoir droit aux démons, on va avoir droit à certains esprits, certaines âmes
tourmentées. On va avoir des âmes qu'on appelle de passeurs, c'est-à-dire c'est des âmes qui n'ont pas de but, qui sont complètement perdues, qui ne savent plus quoi faire. Elles savaient déjà pas quoi faire de leur vivant. Dans la mort, c'est encore pire, donc elles n'ont aucun but. On peut avoir des âmes tourmentées, c'est-à-dire que toute leur vie, elles ont eu soit une vie de souffrance, de calvaire, de choses qui font que même leurs derniers jours de vie, elles n'ont pas réussi à partir dans la paix, et ce qui fait qu'elles sont complètement bloquées, et elles ont en elles beaucoup d'amertume, beaucoup de colère, beaucoup de choses qui font que, voilà, ce sont des âmes qui sont tourmentées. Vous avez les âmes perdues aussi, alors c'est encore autre chose que les âmes errantes. C'est-à-dire qu'une âme errante, c'est pas qu'elle a pas de but, mais elle va errer. Voilà, c'est le cas de le dire. Que soit il y a eu plusieurs chemins qui lui ont été proposés, et comme elle était indécise, elle n'a pas su prendre un chemin, donc du coup elle erre. Comme ça, elle erre de monde en monde, de plan en plan. Et puis vous avez les âmes perdues qui, elles, eh ben, c'est le cas de le dire, elles sont perdues. Tout simplement, elles sont perdues. Ça peut être par exemple un esprit qui a été assassiné d'une mort extrêmement violente, qui n'a jamais été vengé, et qui par conséquent ne sait même pas qu'il est mort, mais en même temps il a plus ou moins une conscience. C'est très paradoxal. C'est paradoxal, mais voilà, je vous dis les choses telles quelles. Pour nous, notre cerveau d'humain, il y a des choses qui sont difficilement compréhensibles, mais c'est la nature de la vie. Hein. Si je vous expliquais par exemple qu'est-ce que c'est un trou noir, un trou de verre, etc., il y a des choses voilà, que votre cerveau n'arriverait pas à comprendre. C'est normal parce que notre cerveau est limité, donc automatiquement notre faculté de compréhension est aussi limitée. Et donc les âmes perdues, eh ben voilà, comme je viens de vous le dire, elles sont perdues. Et puis on va avoir aussi d'autres types d'entités, type des égrégores, des anges déchus, voilà, des espèces de larves, des vampires psychiques, des espèces de rebuts d'énergie. Enfin voilà, les portes que vous allez ouvrir sur ces mondes, que ce soit le bas astral, les limbes et des mondes un peu plus sombres, on va dire les choses telles quelles, sont des poubelles spirituelles et karmiques. C'est-à-dire que et ben voilà, comme je viens de vous le dire, ce sont des poubelles. Donc dans ces poubelles, on va y trouver absolument tout et n'importe quoi. Ça reviendrait, je sais pas moi, à sortir dans un quartier hyper chaud, hyper malfamé, en pleine nuit, euh, et que vous êtes avec plein de bijoux, etc. Bah, vous avez de fortes chances de rencontrer des drogués, des prostituées, des racailles. Et ben voilà, c'est ça. Ces mondes-là, ça revient exactement à ce que je viens de vous citer là. Donc, malgré tout, vous êtes quand même décidé à faire une séance. Si avec déjà tout ce que je viens de vous expliquer, j'ai pas réussi à vous dissuader, c'est que vous maîtrisez un peu votre sujet. Donc malgré tout, vous voulez quand même faire une séance. Maintenant, avant d'ouvrir votre séance, il va falloir vous poser certaines questions. Déjà, pourquoi vous voulez faire cette séance? Est-ce que c'est pour vous faire peur? Est-ce que c'est pour avoir une preuve qu'il y a une mort après la vie ou qu'il y a quelque chose après la vie? Est-ce que c'est pour du spectacle, comme cette émission en radio là qui faisait un live? Est-ce que c'est pour faire du spectacle, hein, pour avoir du sensationnel, pour écouter du buzz, pour essayer de prouver au monde entier que ça y est, j'ai eu la preuve et je l'offre au monde, je vais devenir riche et célèbre? Est-ce que c'est pour ça? Est-ce que c'est pour désespérément contacter votre grand-mère à qui vous n'avez pas eu le temps de dire au revoir? Enfin, vous voyez, est-ce que c'est un deuil que vous n'avez pas réussi à faire? Est-ce que c'est juste pour passer le temps? Est-ce que c'est pour reproduire un petit moment comme dans le film Ouija, du même nom? Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Déjà, posez-vous la question pourquoi? Si vous ne parvenez pas à répondre à votre pourquoi, alors vous éliminez immédiatement la solution de la séance de spiritisme. Immédiatement. Mais vraiment, sans réfléchir. Et quand je dis éliminer la question, c'est-à-dire n'essayez pas de vous donner des raisons logiques, des raisons. Ne vous inventez pas non plus des raisons. Parce que dites-vous bien un truc, c'est que vous pouvez mentir à votre entourage, vous pouvez mentir à n'importe qui. Par contre, ceux qui sont derrière, ceux qui sont de l'autre côté, eux, vous ne pouvez pas leur mentir. Et les raisons que vous vous inventez ou les choses que vous vous donnez comme raison, eux savent parfaitement que tout est du fake. Et je vous garantis qu'ils vont prendre un malin plaisir à vous manipuler, mais alors comme jamais.
Donc malgré ça, j'ai pas réussi à vous dissuader, vous allez continuer à vous poser des questions sur le déjà comment. Comment vous allez réaliser votre séance? Quel support vous allez utiliser? Est-ce qu'on va faire tourner une table? Est-ce qu'on fait une séance ouverte? Est-ce qu'on fait une planche de Ouija? Est-ce qu'on fait un pendule, une cristallomancie? Est-ce qu'on fait de la TCI? TCI, c'est la transcommunication instrumentale. Est-ce qu'on fait de la TCI? Qu'est-ce qu'on fait? Sur quoi on s'aventure comme support? Essayez de trouver un support qui soit le plus adapté possible. Ensuite, donc vous avez répondu au pourquoi, vous avez répondu au comment. Maintenant, troisième question, qui participe à la séance? Combien vous êtes pour cette séance? Déjà, question très importante. 2, c'est pas assez. Très clairement, c'est pas assez. Minimum 3. Il faut que vous soyez minimum 3. Pourquoi 3? 3 parce qu'il vous faut un médium, un maître qui va diriger la séance. Il vous faut un médium passif. Et il vous faut un scribe, c'est-à-dire quelqu'un qui va prendre des notes, quelqu'un qui sera à l'extérieur de la séance. Oui, parce que là aussi, ça semble paradoxal, mais lorsque vous allez ouvrir votre séance, vous allez créer un cercle, vous allez créer un dôme de conjuration. Dans ce dôme, il faut à tout prix canaliser l'entité qui sera dans ce cercle et qui ne pourra pas sortir de ce cercle-là. Et il faut quelqu'un qui puisse prendre des notes. Voilà pourquoi il faut être minimum 3 dans une séance de spiritisme. 2, ça ne fonctionne pas. Vous ne pouvez pas être juste un maître médium et un médium passif. C'est pas possible. Il va y avoir un problème parce que si par malheur le médium, le maître, rencontre un souci, ou le médium passif, parce que le médium passif, faut quand même pas oublier qu'il a quand même une connexion avec ce monde et qu'il peut aussi être susceptible qu'il lui arrive quelque chose. Donc s'il arrive quelque chose à l'un ou l'autre, eh ben, qu'est-ce que vous faites? Il va falloir gérer votre ami qui est en train de partir en bas de triple plus complet. Il va falloir en même temps essayer de finir votre séance, d'extirper l'esprit qui est en train de prendre possession de votre ami, tout en terminant la séance, tout en renvoyant l'esprit dans son monde, après en fermant la porte, etc. Est-ce que vous voyez le bazar? À deux, ce n'est pas possible, ce n'est pas gérable. Donc, 3 minimum. Après, il y a des chiffres qu'il vaut mieux éviter. Hein. Très souvent, on va. Alors, comment vous dire? C'est pas de la superstition, mais on va plutôt éviter les chiffres pairs. On va souvent être en chiffre impair. Après, on dit que le 13 est le meilleur chiffre, que le 7 est le chiffre divin. Enfin voilà, après chacun voit midi à 14h, mais bon, personnellement, je vais vous dire moi ce que j'en pense, que vous soyez 3, 4, 5, 6, 12, 200 autour de la table, le nombre, on s'en fiche. Voilà. Mais si vous, comment on peut dire, si vous donnez une importance à un chiffre, alors faites en sorte d'être impair. Voilà. Ensuite, donc vous avez répondu à pourquoi, vous avez répondu à comment, vous avez répondu à qui. Maintenant, on va se poser la question quand. Quand et où. Ça aussi, ce sont des questions qui sont très importantes. Parce qu'on ne fait pas une séance de spiritisme n'importe quand. C'est-à-dire, on ne fait pas ça en pleine journée. On ne fait pas ça sur certains jours de la semaine. C'est une question d'énergie, tout simplement. On ne fait pas ça non plus sous certains cycles lunaires, hein, tout simplement. Par exemple, tout ce qui est lune montante et pleine lune, très clairement, on va éviter de faire des séances de spiritisme. Très clairement. Le spiritisme, on va plutôt le faire sur des lunes descendantes et la nouvelle lune. Pourquoi? Eh bien parce que je viens de vous le dire, tout ce qui est spiritisme est associé à la magie noire, à la nécromancie et aux arts cachés, aux arts occultes. Je vous rappelle que occulte veut dire caché. Donc forcément, comme la lune, c'est un petit peu la maîtresse, la déesse qui surveille, qui regarde tout ce qu'on fait en pratique magique, automatiquement, on va attendre qu'elle ait le dos tourné pour faire, pour faire ce qu'on a à faire. Ça limite les conséquences, parce que si vous faites des séances de spiritisme en lune montante et en pleine lune, je vous garantis que le retour karmique peut être particulièrement violent. Donc déjà, on ne fait pas ça n'importe quand, on ne fait pas ça non plus n'importe où, parce que comme je viens de vous le dire, vous n'aurez pas les mêmes résultats en fonction des lieux où vous serez. C'est-à-dire que si vous êtes dans le dernier lieu, imaginons que vous vouliez à tout prix contacter votre grand-mère parce que ça vous tient à cœur de lui dire au revoir, vous n'avez pas réussi à faire votre deuil, vous ne pouvez plus vivre sans ça, il faut à tout prix que vous puissiez vous alléger le cœur. Ok, bon, c'est pas une raison valable, mais bon, on va faire comme si.
Donc, vous allez déjà vous rendre plutôt enfin, sur le dernier lieu où votre grand-mère a résidé. Donc, ça peut être soit par exemple sa maison, sa chambre dans une maison de retraite, sa chambre d'hôpital, enfin vraiment le dernier lieu où elle a rendu son dernier soupir. Déjà, ça va multiplier les chances que vous rentriez en contact avec l'esprit voulu si auparavant, je vous rappelle, si auparavant l'esprit n'a pas trouvé le repos hein, et qu'il est plus ou moins prisonnier à un certain lieu. Mais ce n'est pas garanti parce que comme je viens de vous le dire, l'esprit ne choisit pas forcément le dernier lieu où il a vécu pour hanter le lieu. Ça peut très bien être par exemple votre grand-mère, quand elle avait 15 ans, il y avait une maison, elle a de merveilleux souvenirs dans une maison perdue au fin fond de l'Ardèche. Eh ben, votre grand-mère, l'esprit de votre grand-mère qui n'a pas trouvé le repos, va se rattacher aux lieux qui vont lui procurer le plus de plaisir et de bons souvenirs. Donc il va falloir vous rendre dans cette maison perdue au fin fond de l'Ardèche pour faire votre séance. Ah, vous voyez, hein, tout de suite, ça complique beaucoup plus les choses, hein. Parce que dites-vous bien un truc, c'est que si vous faites une séance dans le mauvais lieu, sur un lieu par exemple où on a quelqu'un d'autre qui y réside, eh bien c'est ce quelqu'un d'autre qui va répondre à votre appel, tout simplement. Et n'oubliez pas encore autre chose, c'est que, et on y reviendra plus tard, je vous rappelle que un esprit, un démon, une entité, n'importe qui, n'importe quoi, vous voit complètement à poil. C'est-à-dire que vous êtes un livre ouvert et pour lui, il est extrêmement facile de vous faire croire par les réponses que vous êtes en communication avec la susdite personne. Alors que nini, vous serez vraiment avec quelqu'un qui est en train de vous manipuler. Même si vous posez des questions qui sont très personnelles. Parce que les questions personnelles, ok, votre entourage autour de vous ne connaît pas la réponse. Mais vous la connaissez, puisque vous posez la question. Automatiquement, c'est vous, vous la connaissez. Je vous rappelle que vous êtes un livre ouvert, que vous êtes à poil devant l'esprit. Donc lui aussi, il la voit, cette réponse. Donc il va vous donner cette réponse-là. Et vous, très content, ah ouais, ah non, ça c'est sûr, il n'y a que elle et moi qui connaissions cette réponse, donc c'est sûr que c'est elle. Eh ben non, vous venez de vous faire manipuler. Bref, donc si je ne vous ai toujours pas dissuadé par rapport à ça, donc vous avez fixé le lieu, vous avez fixé l'heure, vous avez réussi à retracer les lieux, vous faites donc votre séance. Comment est-ce que vous allez réaliser votre séance? Donc déjà, on ne fait pas n'importe quoi, n'importe comment. Il va falloir passer vraiment toute la soirée à parler du mort en question ou de l'esprit en question. C'est-à-dire que on ne se fait pas un apéro avec un Monopoly et puis on enchaîne sur la Ouija derrière. Non. C'est-à-dire qu'on se rassemble vraiment en petit comité. On se fait ça dans une ambiance très intimiste, hein. L'ambiance, n'oubliez pas que c'est très important, hein. C'est comme quand on a une maladie. On dit que très souvent 50% de l'esprit représente de la guérison, hein. Si vous êtes motivé à vous en sortir et à guérir, ça va aider votre corps. L'ambiance, c'est le même principe. Plus vous allez avoir une ambiance qui va prêter à ça, plus vous obtiendrez des résultats. Donc qu'est-ce qu'on fait déjà? On n'allume pas de lumière, on se met des petites bougies, des petites lumières tamisées, des trucs très simples. On évite la musique bruyante, on évite des films, on évite tout ça. Vraiment, on est dans une ambiance très intimiste, très calme, très sereine. Ça aussi c'est très important. Il faut que tous les participants soient le plus paisible possible. Si vous êtes stressé, si vous êtes fatigué, si vous êtes malade, si vous couvez quelque chose, si vous avez l'esprit occupé à autre chose parce que vous venez de recevoir une nouvelle qui vous a déplu, parce que le petit, il a la grippe pour la troisième fois au cours du mois. Enfin, vous voyez, si vous avez l'esprit comme ça qui est englué par plein de trucs, le stress du travail, machin, de la fatigue, c'est même pas la peine. C'est même pas la peine. Il faut que tout le monde soit dans un état d'esprit qui soit au top. C'est-à-dire vous êtes bien reposé, au niveau de l'alimentation, on mange bien, on mange léger pour ne pas avoir le ventre lourd, pour ne pas avoir, bah, ça va vous faire rire, mais pour éviter les flatulences, les problèmes di- euh, intestinaux et digestifs. Je voulais faire un mix des deux. Donc,
pour éviter voilà, qu'on soit le mieux possible. On évite de mettre des vêtements qui nous serrent, qui nous engoncent, Non, on met des trucs amples, voilà, des machins à élastique, des pyjamas, des t-shirts XXL, des trucs où on est vraiment bien, où on peut bouger, où on respire, où on n'a pas de problème. Au niveau de l'environnement, c'est pareil aussi. On choisit des choses voilà, qui nous plaisent. C'est-à-dire que des dossiers, enfin des chaises qui sont bien. N'hésitez pas à mettre des coussins. Il faut que vous ayez ni chaud ni froid, que vous soyez bien. Parce que si vous avez trop chaud durant la séance, vous allez y penser. Si vous avez froid, c'est pareil, vous allez y penser. Donc il faut que voilà, tout soit parfait. Il faut que toutes les conditions soient optimales. Nourriture, l'esprit, le cœur, les émotions, l'ambiance, tout. Il faut que tout soit optimal, que tout soit travaillé dans chaque détail. Et si vous avez réussi à faire tout ça, si avec tout ce que je viens de vous dire, vous avez réussi à survivre à toutes les étapes et que vous commencez enfin votre séance, personne, je dis bien personne, ne doit intervenir durant la séance. Il y a un maître de séance ou un maître de cérémonie. Vous avez un médium passif, vous avez un scribe et tout le monde se tait, le silence le plus complet et absolu. C'est uniquement le médium qui va communiquer, attention, pas le médium passif, vraiment le maître, qui va communiquer avec l'entité, qui va tenter de rentrer en contact avec l'esprit, avec l'entité. Pour cela, si c'est pas vous, le médium, hein, si vous avez fait appel à quelqu'un, n'hésitez pas à lister les questions et à montrer le questionnaire au médium, au maître de cérémonie avant de commencer la séance. Pour que lui, si c'est un bon entre guillemets professionnel, si c'est vraiment quelqu'un de sérieux, il fera un tri dans vos questions pour éliminer en fait certaines questions. Parce qu'il y a des questions qui vont un peu titiller, qui vont agacer certaines entités, voire la plupart. Donc il va éliminer certaines questions pour garder certaines choses et garder aussi un certain contrôle. Ensuite, votre séance a débuté, tout est optimal, etc. Vous avez réussi à rentrer en contact avec une entité. Et là, catastrophe. Des choses se produisent dans la pièce. Ça peut être des bruits, ça peut être des odeurs. Par exemple, une odeur, imaginons que votre grand-mère fumait beaucoup. Là, vous avez une odeur de cigarette qui envahit la pièce. Vous avez une odeur de cigarette. Vous avez un parfum de rose. Enfin voilà, ça peut être des odeurs, ça peut être des bruits, des coups dans les murs, des craquements, des bruits de pas, des respirations, n'importe quoi. La table qui peut vibrer, qui peut même trembler, bouger. Là, je vous parle pas de ça, d'accord? Je vous parle d'une séance de spiritisme en règle générale, que ce soit la Ouija ou n'importe quel autre support, on peut noter les mêmes manifestations qui auront tendance à se faire. Sauf que la Ouija, en prime, vous aurez la goutte qui va se déplacer. Voilà, c'est le seul truc en plus. Mais donc là, vous avez des manifestations. Dans certains cas, assez rares, je dois quand même vous le dire, parce que quand on fait une séance de spiritisme, ça m'énerve parce qu'au moment où je vous parle, j'ai vraiment l'impression de ne pas être tout seul à côté. Et comme j'ai la lumière en pleine tronche, je vois pas bien. Bref. Donc, ça m'a perturbé. Du coup, voilà, vous avez des manifestations qui se produisent. Quelque chose aussi que je dois vous préciser, quand on fait des séances de spiritisme, ne vous attendez pas à avoir des résultats au bout de 5 minutes. Très clairement, si vous êtes quelqu'un d'impatient, ne vous amusez même pas à faire une séance de spiritisme. Vraiment, sincèrement, ne le faites pas parce que ça va juste vous pomper l'air, ça va juste vous gonfler. Donc ne faites pas de séance si vous êtes quelqu'un d'impatient. Parce qu'il va falloir au contraire faire preuve de beaucoup de patience avant qu'il y ait, mais ne serait-ce qu'un craquement. Parfois, le contact il peut être très rapide et vous pouvez avoir des manifestations qui peuvent se faire très rapidement. Mais quand je dis très rapidement, ça peut être genre à peine on aura eu le temps de dire esprit et boum, quelque chose qui se produit. Et puis parfois, il faut réitérer les questions et continuer et persévérer et ça peut prendre une demi-heure, 1 heure, 1h30, 2 heures. C'est pour ça que je vous dis que vous devez être bien reposé et que toutes les conditions doivent être optimales. Parce que quand on fait une séance, si vous êtes dans le chronomètre, c'est pas la peine non plus, ne le faites pas. Quand vous faites une séance, c'est vraiment vous avez du temps à consacrer, à offrir. Le plus beau, la plus belle offrande que vous pouvez faire aux entités, c'est le temps. Voilà, parce que
Tout le reste, ils s'en foutent. Ça sert à rien de mettre des coupelles ou des verres de vin, des coupelles de fruits, de chocolat, de cigarettes, de tabac, de je sais pas quoi. Ils s'en foutent complètement. Ils sont morts, ils n'appartiennent pas au monde physique, ils s'en foutent de vos offrandes. Très clairement, ça ne sert à rien. Offrez-leur des choses, en revanche, qui leur sont utiles. Et le temps, par exemple, en magie ou particulièrement en spiritisme, le temps, c'est l'une des seules monnaies qui les intéresse réellement. Parce que le temps, bah, ils en ont à tire-larigot, hein, ils en ont. Ils en ont, ils vivent pour certains l'éternité, quoi, à l'infini. En revanche, du temps ici dans notre monde, parce que dites-vous bien quelque chose, c'est que la plupart des esprits, peu importe lesquels, qu'ils soient de nature démoniaque, que ce soit des esprits perturbés, tourmentés, etc., etc., des anges déchus, des égrégores, peu importe quoi, toutes les entités, sans aucune distinction, l'une des choses qu'elles convoitent, c'est de pouvoir être dans notre monde. Donc si vous leur consacrez du temps dans notre monde, croyez-moi que c'est la meilleure monnaie d'échange que vous pouviez leur offrir, que vous pouvez leur offrir, pardon. Donc, vous prenez le temps, vous êtes patient, vous laissez les choses se faire tranquillement, soit ça vient, hein, de toute façon vous le sentirez, quand les choses viennent, vous allez sentir déjà une ambiance, l'ambiance qui va changer, qui va devenir un petit peu plus pesante. Vous allez soit avoir des sursauts de chaleur ou des sursauts de froid. Ça c'est très différent en fonction des manifestations. Si c'est certaines entités dites démoniaques, vous allez avoir une montée de température dans la pièce, parfois assez importante. Hein. Quand on va avoir au contraire des esprits qui proviennent plutôt du bas astral ou des limbes, on va avoir du froid, très souvent des sensations de froid, mais du froid qui est palpable. Hein. C'est-à-dire que vous prenez un thermomètre, vous pointez la pièce, et là vous voyez que la pièce a chuté de 5 degrés d'un coup. Donc on peut avoir voilà, des variations de température, les odeurs, comme je viens de vous dire, les manifestations, et surtout cette ambiance. Vous allez le sentir, vous allez avoir le cœur qui va comme se serrer dans votre poitrine, comme si vraiment vous aviez deux mains qui prenaient votre cœur et qui compressaient comme ça. Vous pourrez avoir des sensations de toucher tactile, c'est-à-dire la nuque qui va s'hérisser. Vous pouvez avoir vos poils qui vont se dresser. Vous allez avoir des sensations comme ça corporelles qui peuvent aussi se manifester, qui sont des preuves qu'il y a quelque chose qui est en train de se faire, que le lien est en train de se faire. Et comme je vous le disais, donc malgré tout ça, vous continuez votre séance et vous avez des manifestations qui se produisent. Au bout de soit 5 minutes ou au bout de 2 ou 3 heures. Voilà. Mais vous avez des manifestations qui se produisent. L'une des règles à faire, c'est de ne pas partir en courant. Eh ben non, ça sert à rien. Il faut que vous canalisiez le cercle et que vous restiez toujours unis dans ce cercle. Et quoi qu'il arrive, même si vous aviez le diable en personne qui apparaissait devant vous, hein, quand je dis le diable, c'est vraiment le cliché de la chèvre, hein, la tête de bouc, tout ça, tout en noir, les yeux rouges et tout ce que vous voulez, entouré de fumée et tout ce qui peut vous faire flipper. Voilà. Même si vous aviez cette apparition qui se manifeste devant vous, il faut que vous mainteniez votre cercle en place. Parce qu'à partir du moment où quelqu'un va rompre le cercle, la porte se ferme automatiquement et l'esprit ou les esprits qui sont présents dans votre séance se retrouvent entre guillemets piégés dans notre monde-là. Et après, pour les renvoyer, eh ben, vous pouvez toujours courir, hein, parce que c'est comme si moi, vous me donniez les clés, par exemple, d'un super palace, tout équipé et compagnie, hein, eh ben, essayez d'aller me les reprendre, les clés, après. Hein. Vous pouvez toujours courir pour me les reprendre, les clés. Eh ben, c'est le même principe. Quand vous avez une entité qui va rentrer dans le monde, pourquoi elle retournerait dans son monde là-bas alors qu'elle cherchait à s'en dépêtrer et que ce qu'elle convoite, c'est notre plan, justement. Donc vous pourrez toujours lui dire allez esprit s'il te plaît, sois cool, allez s'il te plaît. Non, elle s'en fout, l'entité s'en fout complètement, mais alors complètement. Et pire encore, si vous pouvez être utilisé comme vaisseau et comme canal, mais c'est tout bénef encore, c'est même encore mieux. Donc non, il faut quand vous pratiquez ce genre de choses, il faut déjà être ferme. Attention, ferme ne veut pas dire irrespectueux, insidieux et compagnie. Non, il faut être ferme dans le sens vous montrer que vous n'avez pas peur, que vous contrôlez les choses, que vous avez pris la décision de faire une séance et donc vous assumez les responsabilités qu'il peut y avoir par rapport à cette séance et vous restez ferme, voilà, vous restez stoïque, vous ne vous laissez pas impressionner et surtout vous montrez quelque chose qui est aussi très important, c'est que vous possédez quelque chose que eux n'ont plus depuis un certain temps, à savoir la vie.
Voilà la deuxième offrande. Mais ça, c'est une offrande qu'on n'offre pas. C'est une offrande, c'est plutôt un peu comme une carotte qu'on pourrait tendre devant le nez d'un petit âne pour qu'il avance. Hein. Ça serait plutôt ça. Lui montrer que vous êtes vivant, vous avez de la vie et que par conséquent vous ne vous laisserez pas faire et vous ne vous laisserez pas envahir, que votre corps vous appartient, que votre vie vous appartient, que tout ce qui est autour de vous vous appartient et vous ne vous laisserez pas posséder ou quoi que ce soit ou manipuler ou quoi que ce soit. Voilà, donc ça c'est le plus important, le temps qu'on offre et la vie qu'on met en tant que friandise mais qu'on fait bien comprendre que c'est nous qui sommes propriétaires de notre vie. Voilà. Donc malgré toutes les manifestations qui viennent de se passer durant votre séance, vous ne rompez absolument pas le cercle, et peu importe ce qu'il s'y passe. Le maître de façon de cérémonie le sentira tout de suite. Si vous êtes en communication ou en lien avec quelque chose qui est particulièrement virulent, qui est particulièrement dangereux, qui représente même un potentiel physique de dangerosité, il mettra un terme immédiatement à la séance. Donc ça sert à rien de paniquer, c'est lui, entre guillemets, le professionnel, donc c'est lui qui gérera jusqu'à la fin. Voilà. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ensuite parce que vous allez terminer votre séance une fois que vous aurez fini de poser vos questions, donc vous clôturerez votre séance. Très important aussi, on est toujours respectueux. Peu importe, même si vous avez une entité qui est en train de vous insulter, par exemple, vous avez décidé d'utiliser la Ouija, et vous avez un esprit qui vous insulte. Mais vraiment, hein, je passerai toutes les insultes. Je voudrais pas me faire démonétiser la vidéo. Non, blague à part. Mais voilà, vous avez des insultes, ça fait 1 heure que l'entité s'en donne à cœur joie, hein. Ça y va, ça y va. Vous restez respectueux parce que si vous rentrez dans son jeu, vous allez lui donner de l'énergie, vous allez lui donner à manger. Hein. Et si il prend des forces, vous êtes grave dans le caca. Donc on fait en sorte de toujours être respectueux. Peu importe que ce soit un esprit entre guillemets qui cherche une porte de sortie, un peu de lumière et de l'aide, etc. Ou que ce soit un démon, on reste respectueux, on n'insulte pas, on n'est pas prétentieux non plus. Hein. L'humilité, ça fait aussi partie des règles absolues à user et abuser. Même soyez toujours humble parce que dites-vous bien quelque chose, c'est que même le moins puissant des démons, le plus insignifiant des démons, est psychiquement et énergétiquement parlant, 1000 fois plus puissant que vous ne serez jamais capable de l'être. Voilà, ça il faut bien que vous l'assimiliez, très clairement. Donc c'est pour ça, soyez toujours humble, hein, ne soyez pas dans... C'est là qu'on va identifier les vrais des charlatans, hein, c'est-à-dire ceux qui réalisent vraiment qu'ils sont de simples humains, qu'ils ne sont rien et qu'ils cherchent simplement à établir un contact pour telle raison, pour ceci, pour cela, mais toujours dans une grande humilité et dans un profond respect. Voilà. Donc une fois que vous avez fini votre séance, vous clôturez tout. N'oubliez pas quelque chose de très important. On remercie toujours, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et après la période de remerciement, là aussi les remerciements, on n'est pas non plus dans le léchage de bottes. C'est-à-dire que, voilà, on te remercie pour ta présence, merci d'avoir rejoint notre cercle, merci d'avoir répondu à notre appel, merci d'avoir répondu à nos questions. N'hésitez pas à lister les merci en fait. Merci d'avoir répondu, merci d'avoir été présent, merci d'avoir répondu à nos questions, merci de repartir, merci de... Voilà, merci, mais merci pourquoi. Voilà, à chaque fois vous listez les merci. Merci, virgule, pour telle raison. Et une fois que vous avez fini vos merci, donc on n'est pas non plus dans la ah merci à toi, sois vénéré, pars en paix. Non, parce qu'il va sentir que soit c'est du sarcasme, c'est de l'ironie, ou voire du foutage de tronche complètement, et ça peut véritablement l'agacer et engendrer d'autres choses. Donc on est dans le merci respectueux, listé, mais on évite d'en faire des caisses non plus, c'est pas utile. Hein. Comme je vous l'ai dit, de toute façon, il voit en vous. Hein. Vous êtes toujours à poil, donc il vous voit. Il voit très bien si vous êtes sincère ou pas. Donc ça sert à rien d'en faire des caisses. Hein. Et ensuite, une fois que vous avez fait vos remerciements, il y a une autre phase qui est importante de respecter, à savoir la phase de deuil. C'est-à-dire que vous venez quand même de travailler avec des énergies mortifères, des énergies démoniaques, des énergies particulièrement sombres et instables. Donc il va y avoir une espèce de période de deuil
où on va se donner alors ça peut être soit 1 heure ou toute la nuit, peu importe, et où on va vraiment voilà, se délasser, se détendre, se reposer. On ne parle pas de la séance. Voilà. Ce qui s'est passé est passé, on l'analysera plus tard. Hein. Tout ce qui a été écrit, tout ce qui a été fait, tout ce qui s'est échangé, tout ça, on en parlera plus tard. Pour le moment, on est là, on se délasse, on se repose, on fait le vide, on pense à plus rien, on pense éventuellement aux personnes disparues, à pourquoi on a fait cette séance, etc., etc. Mais on reste, si possible, dans un silence religieux. Hein, et voilà, on ne fait rien, on attend et on se détend. Voilà. Parce que vous allez voir que les séances de spiritisme, les vraies, sont particulièrement éprouvantes et fatigantes. C'est-à-dire que si vous tenez bon tout le long, quand vous allez finir, vous serez, mais alors, vidé, mais comme une pile qu'on aurait, mais alors, qu'on aurait au dernier pourcentage de batterie, vraiment. Oui, j'ai mimé, je voulais pas dire le mot au cas où. Je sais pas s'il y a des mots censurés sur YouTube. Donc voilà, à la fin, vous serez vraiment comme une pile, mais avec plus rien, de chez plus rien, de chez plus rien du tout. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est important vraiment de se délasser et d'être tranquille. Vous pouvez aussi un petit peu reprendre des forces en mangeant un petit peu, en buvant un thé, un café, une boisson chaude, peu importe. Vous pouvez aussi prendre une douche ou un bain, parce que parfois, après une séance, on peut se sentir souillé, on peut se sentir sale. Et cette saleté provient en fait de ces énergies sombres qu'on a travaillées, et forcément on a été exposé à ces saletés. C'est comme si, moi je sais pas, je prenais, je balayais mon sol, je mettais tout dans une pelle, et puis je viens vers vous et je vous souffle tout à la tronche. Voilà, c'est le même principe, c'est-à-dire que vous êtes exposé à une énergie qui est sombre, qui est sale. Donc vous pouvez également finir la séance avec une douche, avec un bain, avec quelque chose voilà, qui fait que vous vous sentez bien. Et puis ensuite, vous pouvez aller dormir officiellement, vous clôturez officiellement la séance. Donc pareil, pas besoin d'offrande, pas besoin de toutes ces bêtises, hein. Vous partez vous reposer. Si vous sentez que vous avez un peu peur, parce que parfois on peut avoir une énergie dite résiduelle, et vous avez l'impression que l'entité n'est pas partie, que l'esprit n'est pas parti. Non, je vous rassure, si vraiment la séance a été respectée correctement et que l'esprit est parti, eh bien l'esprit derrière lui, il va laisser comme une sorte de parfum, un parfum énergétique derrière lui, mais c'est un parfum sombre, hein, parce que c'est l'énergie mortifère. Ça, faut pas l'oublier. Et donc, vous pouvez avoir l'impression et la sensation qu'il y a encore l'esprit avec vous, que voilà, qu'il y a quelque chose qui est bizarre. Et vous pouvez même avoir 2, 3 manifestations qui se produisent. Mais c'est pas à cause de l'esprit lui-même, parce que l'entité est bien repartie, mais simplement que son énergie est une énergie qui est plus ou moins active et qui va venir, comment on pourrait dire, qui va venir un petit peu exciter les molécules de notre monde qui, en fait, n'appartiennent pas, enfin, son énergie à lui n'appartient pas à notre monde, à nous. Donc c'est comme si en fait il y avait des molécules intruses qui étaient piégées dans notre monde à nous, et du coup ça fait une espèce de choc énergétique qui peut donner lieu à certaines petites manifestations. Du coup tous ces trucs vous confortent dans l'idée que mince, l'esprit il est pas parti, il est toujours là. Non, 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 rassurez-vous, si les choses ont été bien faites, si tout ce que je viens de vous dire, tout a été respecté de façon protocolaire, il n'y a aucun risque. Donc, malgré tout ça, vous ne vous sentez pas très à l'aise, n'hésitez pas à aller dormir chez un ami, ou faire venir des amis, ou vous mettre des dessins animés, des films rigolos, des choses qui vous feront penser à autre chose. Vous pouvez dormir aussi avec une petite lumière. Alors ça, je vous le dis, la lumière, c'est psychosomatique, hein, ça sert strictement à rien, parce qu'une entité peut très bien se manifester en pleine journée qu'en pleine nuit. Hein. Donc la lumière, c'est juste pour nous rassurer, nous, en tant qu'humains, on a l'impression que dès qu'on allume la lumière, pouf, ça va mieux. Mais non, c'est juste psychosomatique, ça n'a aucun effet. Mais voilà, si ça peut vous permettre de vous sentir mieux, tout ce qui peut vous permettre de vous sentir mieux, n'hésitez pas à l'utiliser pour vraiment oublier, enfin pas oublier, mais passer à autre chose. Voilà. Parce que le problème, c'est que si jamais vous n'oubliez pas, vous risquez de créer un lien avec l'entité qui est partie. Et ce lien peut prendre l'apparence d'une petite chaîne, d'un petit ruban, d'une petite cordelette
Qui fait que même si l'esprit est de l'autre côté, eh bien l'esprit va quand même être rattaché, va buter contre la porte à chaque fois, parce que bah, vous allez alimenter le truc, donc parfois la petite corde peut devenir un cordon un peu plus épais aussi, puisque vous allez l'alimenter comme un cordon ombilical en fait. Hein. Et plus vous allez y penser, et plus ça risque d'alimenter la chose, et si vous refaites une séance, il y a une forte probabilité pour que ce soit l'entité précédente, l'entité que vous avez contactée la première fois, qui risque de revenir. Hein, ça, c'est très fort probable. Maintenant, parlons de ça. Ça, très clairement, déjà, je ne veux plus de clichés, je ne veux plus, parce que j'en vois, mais à plus en finir des Ouija. Et ça devient fatigant. Je vous jure, pour des personnes comme moi, qui sont particulièrement respectueuses de ce monde-là, qui connaissent les choses à faire et à ne pas faire, et oui, n'en déplaise, parce que moi, je ne m'auto proclame pas médium, je n'ai pas cette prétention-là, mais en revanche, j'ai vécu des choses avec la mort et avec le monde des morts qui fait qu'il y a des choses que je sais, des choses que l'on m'a dites, des choses que l'on m'a apprises et qui sont issues directement de l'autre côté. C'est pas moi qui les ai inventées. Et ça m'agace au plus haut point de voir absolument tout et n'importe quoi, et surtout avec cet objet. Cet objet, il faut quand même le savoir, c'est très important. C'est con, c'est une planche de carton. Enfin, celle-ci, c'est une planche de carton, mais j'ai celle-ci qui est une planche de bois, c'est du peuplier. Celle-là, elle est consacrée. Celle-là, c'est vraiment la planche de rituel qui est consacrée. Celle-ci, c'est une vulgaire planche que j'utilise pour des jeux de société. Oui, parce que je vous l'expliquerai, mais cette planche-là, en fait, a été démystifiée et a été détournée pour vraiment être inclus dans des jeux, des vrais jeux de société. Pas, on n'invoque pas les esprits avec, on fait vraiment des jeux de société. D'ailleurs, des jeux de société que je vous présenterai dans d'autres vidéos et vous comprendrez. Donc c'est pour ça que celle-ci, je vous la montre, parce que celle-ci ne risque absolument rien. Mais dans l'extrême, elle peut très bien aussi être utilisée, hein, parce qu'une planche de Ouija, c'est simplement aussi, vous pouvez la faire avec des bouts de papier. Vous prenez des bouts de papier, vous écrivez les 26 lettres de l'alphabet et 10 chiffres, hein, de 0 à 9, vous utilisez un verre et pouf, vous avez une Ouija. Hein. Il n'y a pas besoin d'acheter des Ouija à 200 balles le machin, vous n'avez pas besoin de ça. Hein. On peut faire une Ouija avec tout et n'importe quoi. Hein. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une planche de Ouija, c'est pas un mauvais outil, c'est pas un mauvais support. Il n'y a que des mauvais gens. Hein. C'est comme quand vous avez des chiens, par exemple, des chiens que l'on va faire piquer parce qu'ils ont mordu, parce qu'ils sont jugés dangereux. Non, c'est pas les chiens qui sont dangereux, c'est les maîtres qui font n'importe quoi avec les chiens. Et ben, la Ouija, c'est le même truc. La Ouija, en elle-même, c'est une planche, c'est un vulgaire objet, c'est un truc débile. Voilà. Il n'y a que de mauvaises personnes qui ne savent pas utiliser et qui en font des choses tout aussi débiles et dangereuses en fait. C'est ça, le problème c'est pas l'objet en lui-même, ce sont les personnes, ce sont les commerciaux qui vont la vendre. Hein. Je vous passerai les détails. La dernière Ouija que j'ai vue en date, c'était quand même une planche qui était toute rose et violette, ultra girly. Sur la boîte, on avait marqué à partir de 8 ans. C'est bien de le préciser parce que c'est vrai que 7 ans c'est trop jeune pour le faire, 8 ans c'est déjà plus adulte. Vous aviez le petit sac à main pour la mettre dedans et tout. Enfin, j'ai trouvé l'article qui était. Je me suis dit comment il peut y avoir des commerciaux derrière, comment il peut y avoir des designers, des personnes qui ont l'idée de se dire tiens, si on se faisait une petite Ouija couleur rose et violette bien girly, on se la met au rayon jouet, on met pour les enfants à partir de 8 ans, c'est bien marrant. En fait, c'est ça qui me pose problème. C'est pas l'objet en lui-même. C'est de savoir qu'il y a des gens derrière qui veulent en faire commerce et qui font commerce de la mort et du paranormal qui est utilisé comme une fête, qui est utilisé comme une attraction publique. En fait, moi, c'est ça qui me pose problème. C'est les gens en fait qui me posent problème, qui font n'importe quoi. Tout comme de plus en plus, je pense que vous êtes témoin, de plus en plus on a des gens qui se proclament médium, médium pur, médium de naissance, médium d'héritage, médium de ci, médium de ça, mais arrêtez de vous coller des étiquettes, arrêtez parce que sincèrement, non. Je serais curieux de savoir dans toutes ces personnes qui s'autoproclament être des personnes qu'elles ne sont pas forcément, je serais curieuse de savoir entre quatre yeux, dans l'intimité et dans la sincérité et l'honnêteté la plus profonde et complète, combien en vérité
véritablement vécu des expériences paranormales avérées, des choses qui ne sont pas du tout en lien avec des hallucinations, des maladies mentales ou quoi que ce soit d'autre, des choses qui sont totalement inexpliquées, inexplicables et qui sont récurrentes et qui ont une véritable connexion avec l'autre côté et qui sont capables de vous dire précisément ce qu'ils ont vu, ce qu'on leur a dit, ce qu'ils perçoivent de l'autre côté, ce qui s'y passe, etc., etc. Je serais curieux de savoir combien il y a de vrais médiums. Hein. Donc bref, la vidéo c'est pas pour faire un débat, mais c'est juste pour vous dire qu'il faut faire attention sur ce domaine-là, il faut faire attention parce qu'on ne peut pas, déjà on ne peut pas se dire être médium et à côté pratiquer la lumière, la magie blanche et compagnie. Non, c'est complètement paradoxal et c'est pire, c'est un mensonge en fait parce que comme je viens de vous le dire, le spiritisme c'est une pratique qui est associée à la nécromancie, donc l'art divinatoire par la mort. Et la nécromancie, c'est une pratique, c'est une magie interdite qui est associée à la magie la plus noire qui soit. Hein, enfin, associée à la magie dite noire, parce que vous savez que la magie n'a pas de couleur là encore. Mais s'il fallait mettre une couleur sur la magie, eh bien, le spiritisme égale nécromancie égale magie noire. Voilà. Aussi simple que ça. Donc ça me fait rire quand je vois des personnes qui se disent être médium et qui à côté vont parler des anges et machin et tout. Non, ce n'est pas compatible. Un médium, un vrai médium, il est connecté avec le monde obscur. Très clairement. Très clairement. Alors oui, ça l'empêche pas d'avoir une foi tournée vers la lumière, et heureusement j'ai envie de dire d'ailleurs. Mais un médium ne peut pas travailler que dans la lumière. Un médium, il travaille dans le noir. Il travaille principalement dans le noir. Un médium est une source de lumière qui travaille dans le noir. Faut pas l'oublier. Hein. Je pense que peut-être vous commencez à comprendre le nom de la chaîne L'œil dans le noir. Hein, si vous êtes attentif à tout ce que je vous ai dit et que vous avez un minimum de jugeote et d'intelligence, je pense que vous commencez à comprendre qu'est-ce qui se cache derrière le titre de L'œil dans le noir. Bref, je vous laisserai faire vos suppositions et vos déductions. Donc, qu'est-ce que je pense qu'on a fait le tour de tout. Donc, juste pour vous dire qu'une Ouija, en elle-même, n'est pas dangereuse. Comme un chien. Si vous avez un pitbull, c'est un chien. Voilà. C'est un chien qui peut avoir une prédisposition, mais c'est un chien. Un chien, moi j'ai connu des pitbulls qui étaient adorables, qui étaient gentils comme tout. Il n'y a pas de mauvais objets, il n'y a pas de mauvais supports, il n'y a pas de mauvais outils. C'est comme les voitures du coup. Alors, les voitures, il faut les enlever parce que les voitures, elles tuent plein de gens. Ben non, c'est pas les voitures qui tuent des gens, c'est les conducteurs qui sont au volant des voitures qui tuent les gens. C'est ça, c'est comme tout, c'est comme tout, il n'y a pas de mauvais objets, mauvais chiens, mauvaise planche Ouija, non, il n'y a pas tout ça. Il y a juste des mauvaises personnes qui font des mauvaises pratiques, tout simplement. Voilà mes chers amis pour cette courte vidéo qui fait à peine 1 heure. Moi qui voulais faire une vidéo courte, eh ben c'est réussi encore une fois. Bref. Sur ce, je vous embrasse tous très très fort. Maintenant, vous avez, sans mauvais jeu de mots, toutes les cartes entre vos mains pour faire ce que vous avez à faire, mais tout en étant conscient de tout ce que je viens de vous dire, de tout ce que je viens de vous livrer, et tout ce que je vous ai révélé en partie. Donc c'est à vous de faire vos choix maintenant et savoir qu'est-ce que vous voulez, est-ce que vous voulez vous lancer dedans. Si oui, je vous défie de répondre à tout ce que je viens de vous dire depuis 1 heure, et si vous parvenez vraiment à la toute fin, alors oui, vous vous montrerez digne de pouvoir communiquer avec d'autres entités. Parce que dites-vous bien un truc, ce ne sont pas les entités qui sont dignes de rentrer en contact avec vous, c'est vous qui devez vous montrer digne de rentrer en contact avec eux. Et si vous n'avez pas de résultat jusqu'à présent de vos séances, eh bien posez-vous des questions. Ça veut peut-être dire justement qu'on vous a jugé indigne pour daigner répondre à vos questions. Et oui, c'est comme ça que ça fonctionne. N'oubliez pas que vous êtes avant tout des pions et des marionnettes et que c'est eux qui vous dirigent. Et s'ils ont envie de vous répondre, c'est qu'ils vous ont jugé digne de recevoir certains messages. Si vous n'avez strictement aucune réponse, vous n'avez strictement aucune manifestation, rien du tout, aucune expérience là-dedans, eh bien, c'est qu'il faut peut-être vous remettre en question. Allez, sur ce, je vous embrasse tous très fort. On se retrouve très vite pour un prochain sujet qui sera certainement encore enflammé, j'en doute pas.
En attendant, prenez soin de vous et faites attention. Vous avez plein de yeux qui vous regardent, même si vous ne les voyez pas.